Bonjour tout le monde et bienvenue dans Lecture du mois, l'émission où je parle de mes lectures du mois. On va finir le mois de septembre 2018 avec la deuxième partie, avec cette pile-là. Il y a des choses que vous reconnaissez, j'en ai parlé durant la première partie du mois de septembre 2018. Mais avant de commencer, je suis un petit coquinou et je vous ai un petit peu piégé. Eh bien, avant de commencer à parler de mes lectures manga, je vais parler de mes lectures BD parce que j'achète un petit peu de BD, mais c'est vrai que c'est vraiment occasionnel, c'est une BD de temps en temps, une fois par mois, un comics une fois par mois ou deux, voilà, un ou deux comics, une ou deux BD. Et là, ce mois-ci, il y a eu deux, trois BD de deux, trois auteurs ou séries que j'aime bien qui sont sortis en même temps, donc je les ai pris, donc je me dis, allez, j'en parle aussi un petit peu. Je pense qu'un jour, je ferai des vidéos dédiées, peut-être pas à toutes les séries que je vais présenter là, mais il y a des chances que je le fasse. Déjà, il y a Clos, tome 9. Clos, c'est une BD que j'ai commencé il y a un an et quelques maintenant. Donc, pour faire simple, en fait, c'est des gens qui ont des pouvoirs liés au zodiaque chinois. Et en fait, c'est durant, on va dire, il y a deux sagas, là on a fini la deuxième saga. Durant la première saga, on nous présentait le zodiaque chinois, et après on se rendait compte qu'il y avait 12 autres animaux en plus du zodiaque chinois. Et en fait, avec la fin du deuxième acte, du deuxième arc, il y a une sorte de redistribution des pouvoirs. C'est que avant, il y avait machin, il avait le pouvoir du cheval et du coq, machin truc, il avait le pouvoir de l'ours, et il avait le pouvoir du tigre, etc. Et ben, il s'est passé un truc dans ce tome-là, on le voit en fait, tous les animaux qui sont explosés, et ben il y a une explosion des pouvoirs, et ce qui fait que tous les pouvoirs sont redistribués, donc je pense que le prochain arc va vraiment être monstrueux, parce que on était habitué au pouvoir de certains personnages, de dire ouais il sait faire ça, il sait faire ça. Là, je pense qu'on va être surpris par tout, parce que tout le monde peut avoir des pouvoirs, de tout et n'importe quoi, ça va être monstrueux, j'attends la suite, et Clos c'est vraiment un bon petit manga, enfin un bon petit manga, une bonne petite BD, je bafouille. Ensuite, voici le troisième et dernier tome de La Flamme et l'Orage de Karim Fria. Alors j'ai eu une petite dédicace lors de la sortie du tome 3 par l'auteur, hein. Il était une dédicace, donc j'ai pu faire dédicacer. Donc c'est la fin de cette histoire qui était en 3 tomes, qui était prévue en 3 tomes et qui se conclut là-dessus. C'est vraiment la fin d'une histoire, c'est pas une fin ouverte, c'est vraiment conclusive. L'entité, on va dire le mal, a été vaincu. KM Fria, j'en ai déjà parlé il y a très longtemps sur la chaîne. J'avais fait une vidéo sur le réveil du Zephyr, sa première bande dessinée, qui est franchement excellente. Et alors, il aimerait bien faire une suite, il m'a dit lors de la dédicace, il m'a dit j'aimerais bien faire une suite. Je sais pas, voilà. Pour l'instant, il va faire un truc sur Montmartre, avec des histoires d'horreur, un petit peu à la Stephen King. Donc c'est plein de petites histoires d'horreur, ça va être génial, enfin j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de lire ça, j'attends sa prochaine série. Ça fait quand même longtemps que j'attends le tome 3, ça y est, il est enfin là, et franchement c'est super bien. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus, et alors peut-être que je referai le réveil du Zephyr, et ça, mais où je pense que je ferai, si je dois faire une vidéo, j'attendrai la fin de sa série sur Montmartre, quand il aura fait ses 3 BD, et je ferai une grosse vidéo sur Karim Fria avec ses 3 œuvres, ça sera très intéressant, on va dire, je pense que je ferai faire ça comme ça. Et troisième et dernière BD de cette lecture du mois, mon petit chouchou, Métabaron. Métabaron, c'est une BD que j'ai découvert il y a un an et quelques maintenant. J'ai surkiffé. Bon, j'ai découvert La Casse des Métabarons, qui est censée être la série d'origine. Métabaron, c'est la suite, c'est le spin-off de La Casse des Métabarons. Alors, La Casse des Métabarons racontait les origines d'une famille de super guerriers, qui sont les créatures les plus puissantes. Enfin, c'est une famille des êtres les plus puissants de l'univers. Et là, ensuite, le dernier Métabaron, donc sans nom. Et en fait, il y a des ennemis qui veulent le traquer. Donc, chaque tome, c'est un nouvel ennemi qui le traque, qui veut essayer de le tuer et le défoncer. Là, c'est son nom, le Technobaron. Et en fait, il y a un putain de plot twist dans ce tome. J'ai pas envie de dire quoi, mais c'est assez puissant. Et les 2 prochains tomes, là, on va dire, c'est le troisième arc de la série. En fait, la série est composée de 8 tomes. Ça va être composé de 8 tomes. 2 tomes égale un arc. Là, c'était le troisième arc qui était assez puissant. On découvrait l'origine, on va dire, un petit peu des métabarons. Enfin, une autre origine, on va dire, liée à une sorte d'énergie mystique, cosmique. C'est trop puissant. Ça, pareil, quand c'est fini, Métabaron, quand le 8ème tome sort, je vous fais une putain de vidéo sur Métabaron. Donc avec la casse des Métabarons, les Kastaka, Métabarons, les armes des Métabarons. Je vous fais tout. C'est parce que c'est trop génial. Faut lire ça, c'est trop bien. Bon, allez, maintenant, on parle manga. Sunny de Taiyo Matsumoto, donc j'ai parlé des 2 premiers tomes dans la première partie des lectures du mois de septembre. Normalement, prochainement, il va y avoir Le Rêve de mon père, du même auteur, qui est chez Kana. J'ai parlé de Zero chez Pika il y a pas mal de temps. Et c'est génial. Honnêtement, putain de coup de cœur, c'est génialissime. Alors en plus, bon, faut savoir que c'est assez intime comme histoire parce que
c'est plus ou moins autobiographique par rapport à ce qu'a vécu l'auteur, qui a lui-même vécu dans des maisons, des foyers d'accueil, parce que l'histoire parle de foyers d'accueil, et c'est vraiment génial, graphiquement c'est ouf. Je vais me laisser tenter par Number 5 et par Samurai Bamboo, je sais pas dans quel ordre, et je sais pas si je vais peut-être pas prendre un tome de chaque, parce qu'il y a quand même 8 tomes à chaque fois, c'est 15 € chaque tome, donc je pense que je vais prendre un tome de chaque à chaque fois, et pendant 3-4 mois m'acheter... on va dire les tomes au fur et à mesure, peut-être 2 par 2, ou 3 par 3, ou 4 par 4, je sais pas encore. Mais en tout cas, Sunny c'était trop bien. J'ai hâte de voir ces 2 autres œuvres qui sont encore trouvables à prix raisonnable, parce que bon, bah, Mer Béton et Ping Pong, ça coûte cher. J'espère qu'il va y avoir des rééditions, vu qu'il va être à Angoulême, l'auteur. Comme Tezuka, il a eu droit. Voilà, mais en tout cas, Sunny, allez-y les yeux fermés, c'est super bien. Après, bon, c'est pas un shonen monstrueux, hein, c'est même pas un shonen en fait, hein, c'est vraiment du slice of life très intime. Radiant, tome 10, donc c'est le tome qui met fin à l'arc des Chevaliers Sorciers. Alors c'est con d'avoir sorti un coffret pour le tome 6 à 8, et qu'en fait bah, l'arc s'arrête au tome 10, il aurait pu sortir un coffret pour la fin de l'arc, on a un coffret juste pour l'arc. Bon, c'est un choix d'Ankama, bon, que je comprends pas. Donc la fin de l'arc est vraiment cool, des petits retournements de situation, assez... je vais pas dire facile, mais voilà, il y a des simplicités, on va dire certaines résolutions, voilà, le méchant, enfin, un personnage qui pète un câble, comment c'est résolu, c'est assez rapide et assez facile. Et vu la fin du tome, le prochain arc, ça va être assez tendu, hein, parce qu'il va se passer un truc, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme il y a l'anime qui va sortir normalement là au mois d'octobre, et qui est censé faire 26 épisodes, je pense qu'il va couvrir jusqu'au tome 10, ça me paraît très logique de couvrir les 10 premiers tomes, parce que s'il couvre juste le premier arc, donc la cité flottante, avec Grimm, ben, 26 épisodes pour 4 tomes, ça fait, soit ça va être, c'est quand même rythmé un petit peu, mais genre, je pense que ça va être des épisodes à rallonge, donc 10 tomes, ça me paraît logique, même si bon, bah, ils ont pas le dernier tome, donc je sais pas comment ils vont faire, bon, on verra, hein. De toute façon, Radiant, si vous connaissez pas le manga, lisez-le, mais en tout cas c'est sûr et certain qu'avec l'anime, tout le monde va surkiffer. Black Clover, tome 14, donc c'est le fameux tome en fait qu'on m'avait un petit peu spoilé en me disant « Oh, tu vas voir dans ce tome-là !» Enfin, il y a un passage dans cet arc-là où il y a du Naruto, enfin c'est vraiment une copie conforme de Naruto. Je l'ai vu, la copie, l'inspiration, on va dire, très légère de Naruto, et bah, en fait je trouve que vous chipotez pour pas grand-chose, enfin pour ceux qui chipotent là-dessus, vous chipotez pour pas grand-chose, parce que c'est une banale histoire de pas de complexe d'Édipe, mais de complexe de Romulus et Rémus, voilà, des trucs, voilà, des frères et ennemis. Et comparer ça à Hinata et Neji, je pense que vous n'êtes pas fan de Naruto pour dire ça, parce que ça n'a absolument rien à voir. Alors c'est pas parce que c'est genre, ouais, Naruto, Hinata et Neji c'est des cousins, eux c'est des demi-frères. Non, mais c'est... Neji, il avait vraiment une haine farouche pour tout un clan. Et bon, c'est tombé sur Hinata. C'est vraiment tombé sur Hinata, ça aurait pu être sa cousine, sa petite sœur Imawi, ça aurait été pareil. Là, c'est un frère qui jalouse son frère. C'est même pas une haine, c'est juste de la jalousie. Mais en plus, il y a une jalousie l'un envers l'autre, parce que lui, il respecte son frère parce que c'est un grand magicien, et l'autre, il déteste son frère parce qu'il est un peu plus sociable que lui. Si vous trouvez que ça ressemble à Naruto, et l'arc du tournoi, parce que c'est un arc de tournoi, il y a que ça. Et oui, d'accord, il y a l'intervention de ses potes, mais à part ça, je trouve ça très léger, enfin, de dire, voilà, c'est Naruto, je crois que vous connaissez pas assez Naruto pour dire ça, hein. Enfin, je vais être méchant, hein. Bon, je dis pas que c'est mieux que Naruto, hein, je trouve que le passage Hinata Neji est bien mieux, hein, que ce passage-là, mais le comparer pour le comparer, ouais, je trouve que c'est un peu débile. Bestiarus, tome 6, donc c'est l'avant-dernier tome de Bestiarus, donc qui met encore en scène une histoire en 2 tomes, comme pour le tome 2, 3 et 4, 5, c'est des histoires à chaque fois en 2 tomes. Là, on sent vraiment que c'est l'arc final, parce que Domitien, l'empereur romain, est vraiment menacé directement. Là, ça commence à être chaud pour son cul. En plus, il y a une sorte de convergence de toutes les histoires. Par exemple, il y a le retour de personnages qu'on n'avait pas vu depuis le tome 1. Il y a Finn qui est là, il y a ce méchant-là. Il y a les potes de Arthur qui sont là. Bon, on n'a pas encore vu le fils du général roman du tome 4-5. Et je pense que le tome 7 va vraiment être la convergence de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et j'aime beaucoup aussi l'inspiration, on va dire, biblique qu'il y a. Parce que par exemple, on voit Finn avec Durandal, donc, qui est censé être l'épée de Durandal. Donc, alors que
c'est un truc dans la mythologie arthurienne, et là par exemple le personnage principal, l'antagoniste aussi, hein, donc qui est l'elfe noir, bah il est accompagné d'une chimère qui s'appelle Longinus, donc la lance de Longinus, qui est censée être la lance qui a, si je dis pas de conneries, transpercé Jésus. Voilà, il y a des inspirations bibliques, alors qu'on est pourtant... Non, non, on est après Jésus-Christ, on est un siècle après Jésus-Christ. Je pensais qu'on était avant Jésus-Christ, donc j'ai dit des conneries. Mais Bestiarus, graphiquement, Kakizaki, monstrueux, l'histoire. Bon, même s'il y a eu des passages, si tu trouvais que ça traînait un peu en longueur, enfin, et l'arc avec le général romain, finalement, bon, il est pas hyper utile. Enfin, pour l'instant, hein, ce que je pense, peut-être que en lisant le tome 7, j'ai dit je comprendrais toute la raison, mais c'est vrai que c'est une série assez courte, mais qui a été très longue, hein, parce que le tome 1 il est sorti il y a déjà pas mal de temps, je crois. 2015, si je dis pas de conneries, on a eu quasiment un tome ou deux par an. C'est très long, mais franchement, Bestiarus, c'est très très bien. Moonlight Act, tome 23, c'est un tome vraiment puissant émotionnellement, parce que bah, on voit Gecko qui se retrouve quasiment les pieds au mur parce que il est abandonné, il y a encore, on va dire, les conséquences de l'arc des mille et une nuits qui sont encore là, parce que là tout le monde le déteste, c'est censé être lui le méchant maintenant, il est rejeté, et j'avoue que le passage où t'as tous les personnages un peu osef des petits arcs qu'on a vu, qui faisaient un ou deux chapitres, qui reviennent, qui viennent lui donner un coup de main, c'est stylé, j'avoue c'est stylé, parce que bon, Pinocchio, je pensais... C'est vrai que quand j'ai vu l'arc de Pinocchio qui disait un chapitre ou deux, j'étais un peu déçu, parce que Pinocchio, voilà, c'est des contes que j'aime beaucoup, et bon, c'est étendu sur des contes que j'aimais un peu moins, j'étais un petit peu, ah, c'est con. Là, on les revoit, et bon, on rentre dans l'arc final, on était déjà commencé dans les deux précédents tomes, et là, on est toujours dans l'arc final qui va s'étendre jusqu'au tome 29, donc là, c'est encore 6. Donc, on va dire un tome tous les 3-4 mois, on l'aura fini dans un an et demi, Moonlight Act, et c'est vraiment bien. Là, il y a Kirakuri Circus du même auteur qui arrive en animé. J'espère que tout le monde va kiffer, parce que Monsieur Fujita, il est pas assez connu en France, et c'est vraiment triste. World War Demon, tome 7, toujours aussi borderline, toujours aussi, voilà, glauque, monstrueux, surtout vers la fin du tome, où, bah, dans la famille de la héroïne, il reste plus qu'une personne, bah, qui vit avec le deuil de ses deux enfants et de sa femme. J'avoue que le passage où il pète un câble lui aussi, c'était génial, enfin, génial. C'est dégueulasse ce que je dis, mais voilà, vous m'avez compris, ceux qui connaissaient la série. Mais j'avoue que je suis un petit peu perdu au niveau de l'histoire en général. C'est vrai qu'en plus, Akata, il y a un système maintenant, ils veulent sortir un tome tous les 3 mois. Donc forcément, au bout d'un moment, quand tu lis plein de séries, ben, il y a certaines que tu oublies un petit peu. Mais ça reste bien, franchement, c'est une bonne lecture. Mais j'avoue que j'ai moins de souvenirs des tomes précédents. Mais je tiens à le dire. La belle what the fuck, il le mérite, hein. Graphiquement, c'est what the fuck. L'histoire, ça va dans plein de délires, mais c'est vraiment très bien. Mais j'avoue que là, le tome 6, en plus j'ai dû le lire il y a très longtemps. Je devais pas être super bien réveillé parce que je me souviens pas trop du tome 6. Je me souviens un petit peu vite fait, mais j'avoue qu'il me reste 4 tomes. Je pense que je vais me relire les 6 tomes précédents avant le prochain tome, pour me remettre un peu l'idée en place, parce que j'avoue que ça fait un petit peu longtemps, et j'ai peur de pas savourer l'histoire pleinement si je lis à moitié les histoires. Noise de monsieur Tsutomu Nihai. Alors Tsutomu Nihai, c'est l'auteur de Blame, de Night of Shidonia et de Apocyme. Donc Blame qui va être édité chez Glénat au mois de novembre, Apocyme qui va sortir au mois de novembre aussi, et en fait je connais monsieur Tsutomu Nihai de réputation, on m'a dit le travail sur le noir et le blanc sont monstrueux, il a un travail sur les décors qui est juste dingue, et donc je me suis dit bon bah avant de m'attaquer peut-être à Blame, parce que je me dis je vais peut-être commencer Blame et Apocyme en même temps, parce que ça va sortir, je dis bon, à voir, il faudra peut-être que je goûte un petit peu à ce qu'il a fait, et je dis à part Night of Shidonia où il y a quand même 15 tomes qui sont finis, je veux dire, si ça me plaît pas, m'acheter 15 tomes, ça me ferait un peu mal au cul, on commence avec un one shot, et bon, j'ai plus... Alors je l'ai lu très rapidement, j'avoue que peut-être un peu trop rapidement, je me souviens pas trop de l'histoire, bon c'est un one shot, hein, je me souviens pas trop, en plus il y a une autre histoire avec, je me souviens pas trop de l'histoire, mais les dessins étaient vraiment sublimes. Très sombre, alors très peu de dialogue aussi, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages silencieux, où c'est vraiment, il faut juste observer ce que font les personnages, et c'est peut-être là où, comme en plus je l'ai lu dans les transports en commun, peut-être que j'étais un petit peu agité, il se passait un truc, il y avait un mec qui me bousculait, donc forcément j'ai pas pu être complètement concentré sur ma lecture, mais franchement j'ai beaucoup aimé le dessin,
et je pense que Blame, je vais jeter les deux pieds dedans. Je pense que je vais surkiffer. En tout cas, bon, enfin, peut-être pas surkiffer, mais en tout cas, je vais y aller les yeux fermés. Et j'ai hâte de lire Blame et de lire Apocalypse, parce que ça a l'air bien. Et ouais, c'était très bien. Enfin, c'était bien, enfin, très bien. Peut-être pas très bien, mais en tout cas, c'est le peu que j'ai compris, c'était bien. Blue Giant, tome 3, et Blue Giant, c'est toujours aussi fun à lire. Petit seinen, on va dire, neketsuesque sur le monde du saxophone et surtout du blues, qui est vraiment un milieu que je connais pas du tout, hein. Et voir le petit héros, enfin notre petit, pas si petit que ça, hein, Dai, en plus là il participe à son premier, on va dire, premier concert. Là il fait un concert devant pas mal de monde, et j'avoue que le passage où il fait le concert avec sa professeure de piano, et que, mais tu vois tout le monde s'enflammer, mais j'étais en train de crier, j'étais en train de me dire, wow, c'est trop puissant. Non, franchement, je suis happé par les histoires. On est au tome 3 en plus, hein, il reste encore 7, mais franchement, c'est un très bon titre, c'est prenant, et pourtant, c'est un manga sur la musique, donc déjà, un manga sur la musique, tu dis, bon, bah, t'entends pas le son de saxophone, mais t'es captivé par le truc, je dis pas que tu t'entends le son, mais tu sens la puissance en fait, quand les personnages, t'as les gens autour qui hurlent parce que la musique est trop bien, tu ressens cette effervescence de bonne musique, et c'est super plaisant à lire. L'ère des cristaux, tome 8, et ça c'est le tome des révélations. Ça y est, on sait enfin c'est quoi les Séléniens. On a enfin découvert qu'est-ce qu'ils venaient de faire sur Terre, on découvre plein de choses, ça remet un petit peu en question tout ce que t'as lu jusqu'à présent. Et avec ce qui se passe dans ce tome 8, bon, je sens que les 4-5 prochains tomes, c'est vraiment la fin. Je pense pas que la série va durer encore 30 tomes. Là, je pense qu'on arrive vraiment sur l'arc final. Hein, on est vraiment sur les dernières lignes droites de la série. On est vraiment sur la fin. Et avec ce qui se passe à Phos, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il devient humain en fait, d'une certaine manière, parce que il est composé toujours de son comment dire, de son corps de base, hein, le faux truc, là, le diamant vert, enfin le cristal vert. Il a un petit peu d'un autre diamant, enfin d'un autre cristal améthyste, je sais plus le nom, j'ai plus les noms des phosphophylites, mais je sais plus c'est quoi là sa tête. Il a les jambes qui lui ont été données par les créatures marines, donc il a une partie d'être des mollusques. Il a de l'or sur lui, et il récupère une perle qui a été créée par les Séléniens. Donc il a un petit peu de tout en lui. Il a un petit bout de mollusque, un petit bout de sélénien, un petit bout de cristaux. Et comme il disait, bah en fait, dans les précédents tomes, il disait, bah les mollusques, c'est le corps des êtres humains, les êtres cristaux, c'est leurs os, et les séléniens, c'est leur âme. Et ben lui, il commence à voir un petit peu de chaque partie de ces trucs-là. Est-ce qu'il n'est pas en train de devenir un être humain? Je me pose la question. Mais franchement... voilà, c'était une théorie, je la partage avec vous. Non, franchement, c'est super bien, l'ère des cristaux. J'ai découvert avec l'animé, j'ai surkiffé. Là, le manga, mais c'est une tuerie au niveau du dessin. L'histoire, elle est vraiment dingue. Il faut lire ça, c'est trop bien. Et quoi d'autre aussi? Je pense que un jour, je ferai une vidéo dessus quand ça va être fini. Quand j'aurai lu, quand la série sera finie, je pense que je ferai une vidéo dessus parce que c'est trop bien. Les enfants de la baleine, tome 11. Encore une fois, un très très bon manga, puissant. Alors j'ai découvert avec l'animé, mais le manga, alors j'aime pas, j'aime pas dire ça, je le dis souvent. Le manga est quand même 1000 fois mieux que l'animé. On me l'avait dit, ah, tu vas voir, le manga est mieux. Oui, le manga est 1000 fois mieux que l'animé. C'est génial. Là, dans ce tome-là, il y a pas mal d'affrontements. Et ce qui est assez surprenant, franchement. Alors, ce que je vais dire, c'est un peu réducteur, mais c'est un shoujo à l'origine. Bon, en France, c'est estampillé seinen, mais à l'origine, c'est un shoujo. Et tu te dis, waouh, les shoujo, c'est pas que des petites histoires d'amourettes mignonnes au lycée. Non, avec les enfants de la baleine, tu te rends compte que, oui, les shoujo, c'est pas que des histoires d'amour. Ça peut être aussi, comme les enfants de la baleine, une histoire assez puissante, assez réfléchie, avec plein de thématiques. Et bon, c'est con de l'avoir estampillé seinen en France, mais je pense que ça serait un shoujo, ça se serait vendu que auprès des gamines de 14-17 ans. Et que, en fait... je pense que une majorité du public, bon, c'est quand même des gamines de 14-17 ans, parce que bon, il y a quand même des beaux garçons, tout ça, mais je pense qu'une bonne partie du public masculin n'aurait jamais été intéressé par ça. Moi le premier, hein, je le dis, hein, je pense que j'aurais vu Shoujo, j'aurais même pas regardé, daigné lire le résumé, parce que je sais que c'est pas du tout mes délires, les shoujo. Voilà, c'est pas parce que c'est mauvais, hein, mais c'est juste que je sais que je ne suis pas la cible éditoriale première.
Et donc je reviens sur ce tome là où il y a pas mal de bastons et franchement c'est génial. L'histoire avance. Et pareil, un petit peu comme l'ère des cristaux, bah, je vois mal la série continuer 30-40 tomes. Je pense qu'on est aussi dans les... pas dans l'arc final, mais voilà, là il y a ils sont quand même face à on va dire des personnages assez importants. Je vois mal ce qui peut se passer ensuite. Bon, après, il peut partir, le méchant qu'on voit dans le tome peut partir, peut revenir. Voilà, mais si il l'affronte et ils arrivent à le vaincre, bah après ça, je vois pas. Bon, il peut toujours. Il y a quand même pas mal d'histoires au niveau de la baleine de glaise. Mais franchement, les enfants de la baleine. Si vous avez pas envie de cacher le tome tout de suite, regardez l'animé, vous allez kiffer. Et vous allez voir, le manga est trop bien. To Your Eternity par l'auteur de Ice Island Voice. Donc si vous avez vu le film d'animation sur la sourde, c'est la même auteur qui a fait ça. Ça n'a strictement rien à voir avec Ice Island Voice, c'est beaucoup plus fantastique et c'est génialissime. Franchement, je kiffe. Je kiffe To Your Eternity. Je me suis lancé dedans il n'y a pas très longtemps, mais franchement, l'histoire est vraiment bien. Là, il y a une putain d'ellipse dans ce tome-là où il se passe... allez, une bonne cinquantaine d'années par rapport au tome précédent, et bah tu vois l'évolution parce qu'il y a eu. Alors je pensais vraiment que l'île allait être beaucoup plus violente, dans le sens où il allait se passer beaucoup plus de temps, et on allait être une sorte de monde un peu plus futuriste. Non, il s'est passé une cinquantaine d'années, donc les personnages que connaissait encore le héros sont tous morts de vieillesse. On en revoit en plus un qui est vraiment très vieux, et ouais, c'est un super tome. J'ai du mal à envisager, enfin là, ce qui va se passer, parce que là, il se passe des trucs, on va dire une sorte de relation d'histoire d'amour qui commence à naître autour de Im, avec d'autres personnages, à voir la suite. Mais parce que c'est encore un sentiment qu'il ne connaît pas encore en fait. Im, c'est vrai que lui il découvre des sentiments, et il a découvert l'amitié, la fraternité, voilà, la mère, mais il n'a pas encore connu l'amour. On va dire, on pourrait dire l'amour charnel, hein, voilà, avoir une relation d'amour avec une personne. C'est vrai qu'il a connu l'amour d'une mère, l'amour d'un ami, d'un frère, mais pas l'amour d'un compagnon de vie, que ce soit un homme ou femme. Et donc là, je pense qu'on va rentrer dans un arc là-dessus, et ça va être assez intéressant. Cardcaptor Sakura, l'édition Deluxe, tome 6, c'est toujours aussi fun à lire, j'aime bien. Là, on est toujours... le tome précédent commençait l'arc, on va dire, des cartes de Sakura, ou à convertir les cartes de Clo en cartes de Sakura. C'est toujours dans cette lignée-là. Là, on découvre enfin qui est l'antagoniste de l'arc. Je sais même si c'est pas vraiment l'antagoniste, alors de ce que je me souviens de l'animé. Alors en plus, surtout que c'est cette partie de l'animé que je connais le moins. Moi, j'ai surtout vu l'animé Sakura, et j'avoue que la deuxième saison, avec les cartes de Sakura, c'est celle que je maîtrise le moins parce que je l'ai pas beaucoup vue. Je l'ai vu une fois, je pense, étant gamin, donc j'ai vraiment très peu de souvenirs. Donc je me souviens vite fait qui est le méchant, enfin qui est l'adversaire, même si bon, en ayant vu Sakura Clear Card Arc, qui est sorti en début d'année, bon bah je sais comment ça va se finir, parce que bon bah j'ai vu que devenait le méchant au début de la saison Clear Card Arc. Mais c'est toujours aussi sympathique, et non, c'est vraiment un bon petit Magical Girl. J'aime beaucoup. Golden Kamuy, tome 12, c'est le tome de la virilité. Franchement, il y a des passages de... on va dire homo-érotique un petit peu, hein, où vraiment, là, tu vois les personnages, comme ils disent, en plus, comme finit le tome, on est encerclé et on a notre engin à l'air. Voilà, je dis pas qu'il y a que ça dans le tome, mais il y a 2-3 passages où ils se font du sumo, ils sont musculeux, ils transpirent la sueur, ils se caressent les uns les autres. C'est très homo-érotique, bon, mais sans être, voilà, il n'y a pas de pénétration, il n'y a rien, hein, mais c'est vraiment très drôle. Pas mal de petits passages, des petites révélations, on commence à douter en fait quel est le vrai méchant derrière, on va dire, la traque des gens tatoués. Et vraiment, très bon tome, très bonne série. Là, il y a un nouvel arc, un nouveau, on va dire, prisonnier qui apparaît, qui a l'air relativement pas cheaté, je veux dire, mais là, j'avoue que le tome se finit dans un contexte où il a l'ascendant sur les personnages, et j'ai du mal à me dire, ils vont faire comment dans le prochain tome. Là, je suis franchement de me dire, ça va être chaud le prochain tome, là. Là, vu comment ça se finit, ils vont en chier, là. Mais ça va être génial. Et franchement, Golden Kamuy, l'animé avec la CGI, évitez-le. Enfin, si vous voulez découvrir un petit peu, allez-y, mais c'est pas fifou. C'est vraiment pas fifou du tout. Baron, tome 2, et c'est un petit peu comme le tome 1, en fait. Et j'ai du mal à voir où l'histoire veut aller, et pour l'instant, je suis pas hyper emballé. Il reste encore 6 tomes, ça fait beaucoup. Alors, il commence à y avoir des mystères de complot, ça j'aime bien, mais j'avoue que
j'ai... J'ai peut-être été on m'a peut-être survendu le titre, j'avoue que quand on m'a présenté sur Black Box, comment il l'a présenté, j'étais hyper emballé, et j'avoue que maintenant que j'ai lu l'histoire, bah... Bon, il reste encore ce tome, peut-être que les prochains vont être géniaux, mais j'avoue que là, les 2 premiers tomes, je suis toujours pas hyper emballé par Baron, et c'est, enfin, dommage pour moi, peut-être qu'il y a des gens qui surkiffent, mais là, j'avoue que, moi, je suis pas... Enfin, le dessin, j'aime bien, mais j'avoue que l'histoire, pour l'instant, j'ai du mal à rentrer dedans. Et c'est tout le contraire de Billy the Kid 21, où alors franchement, là, par contre, je rentre complètement dans l'histoire, j'aime beaucoup le personnage de Billy, voilà... L'histoire qu'il a dans ce tome-là, qui continue, hein, donc en plus le prochain tome c'est le dernier, donc inévitablement ça sera la mort de Billy, The Kid, et franchement l'histoire est super bien, le dessin est toujours bien, hein, franchement il s'améliore, hein, il se passe plusieurs années entre les barons et ça, et l'histoire est bien plus intéressante, enfin, dans le sens où ça me parle plus en fait, et non, c'est là je kiffe, mais j'avoue Baron, j'ai du mal, et Billy, non, ce Billy c'est vraiment bien, si vous aimez les histoires de Far West, allez-y, c'est un bon titre. Made in Abyss, tome 3, et j'ai envie de dire vivement le prochain tome, parce que ce tome-là adapte la fin de la saison 1, enfin les 12-13 épisodes qui étaient sortis sur Wakanim il y a 1 an et quelques maintenant, donc avec l'apparition d'Anashi, tout l'arc sur Nanashi, et normalement là, le prochain tome c'est Hisoka de chez Nanashi, et il continue leur aventure, et c'était comme ça que se finissait la saison 1. Donc le tome 4, ça va être de l'inédit, et vivement. Après bon, Made in Abyss, petite pépite, un super titre, j'aime beaucoup. Bon, il y a beaucoup de gens qui critiquent un petit peu les dessous de couverture parce qu'ils sont, on va dire, pédobires sur 20. C'est vraiment pédobire sur 20, dans le sens où tu vois des petits enfants, les seins à l'air. J'avoue que ça peut perturber, mais c'est aussi un petit peu dans l'esprit du titre qui est un petit peu malsain. Donc ça fait un peu partie, on va dire, de l'univers. Mais Made in Abyss, toujours graphiquement... J'aime beaucoup le parti pris artistique. L'histoire, bon, bah, c'est ce que j'ai déjà vu, donc j'ai hâte de voir la suite pour vraiment parler scénario en disant, voilà, les claques que je vais prendre. Mais ça reste quand même violent. Hein. J'avoue que l'univers est assez violent. Le passage vers la fin avec Mitty, faut s'accrocher. C'est pas un truc facile à lire. Tu donnes pas, déjà, c'est un seinen, hein, tu donnes pas ça à des gamins. Faut pas se tromper avec la couverture, hein, c'est pas un truc que tu donnes à tes gamins, parce qu'ils vont pleurer du sang. Ils vont sortir, ils vont dire... je peux aller boire une bière avec toi et fumer une cigarette? Je crois que je suis devenu un adulte maintenant. Voilà, c'est Made in Abyss. Très bon titre, franchement, je valide. Et on finit avec Holiday Function, donc c'est un manga de monsieur Keigo Shinzo. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est un pote à Inu Asano. Je sais plus si c'est un élève ou si c'est un mec qui adore énormément monsieur Taiyo Matsumoto. Et alors, il a fait Tokyo Allenbro chez Les Arts Noirs aussi. Que j'ai pas encore lu, en fait, j'ai envie de commencer Tokyo Allenbro, et en fait, au rayon manga, on a parlé, on m'a dit, ah, tu vois, Holiday Function, c'est super bien, on en avait parlé une fois dans un live, donc je dis, bon, je vais prendre Holiday Function pour voir ce que ça vaut, au niveau de l'histoire, des histoires, comment il les raconte, et au niveau du dessin, j'aime beaucoup, il y a encore un autre one-shot qui est sorti au Lézard Noir, donc je vais peut-être me le prendre, et après, me faire Tokyo Allenbro, et donc j'aurai ainsi tout ce qu'a sorti l'auteur en France, chez Les Arts Noirs. Et franchement, c'est un super titre avec plein d'histoires un petit peu différentes. Donc j'aurais du mal à vous donner le speech parce qu'en fait, il n'y a pas de speech. Hein, c'est vraiment des recueils d'histoires de 20-30 pages. Par exemple, il y a une histoire où tu as un couple qui fait l'amour durant une attaque de Godzilla. Tu as une histoire avec un adulte qui va emmener une gamine à un concert qu'elle kiffe et que lui aussi kiffe le groupe. Et il commence à avoir une sorte de... Il commence à être attiré par elle, alors que c'est une gamine de 8 ans, il en a 25, enfin, j'abuse un petit peu, et là, il se dit, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a une histoire avec des potes qui sont perdus de vue, qui vont faire du tennis, voilà. Il y a un petit peu de tout, et c'est vraiment super bien. Voilà, si vous voulez découvrir un petit auteur vraiment, au dessin vraiment atypique, vraiment cool, lisez ça, vous allez découvrir un petit auteur vraiment sympathique, et il y a plein de petites histoires, peut-être que ça va vous donner envie, peut-être que vous n'allez pas aimer, mais au moins, voilà, vous commencez pas une série de 34 tomes, c'est vraiment un one-shot avec des recueils. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.